parlé dans cette causerie du 5 juin 2014 à la Biblioteca Astrologica, il est 1h20 du matin, de la question, ce qu'on appelle la question des modes en astrologie. Cardinaux fix mutas. On parle aussi, je crois, des gunas. Cette question des modes est très intéressante à plus d'un titre. D'une part, parce qu'elle nous rappelle l'importance du carré, de l'angle de 90 degrés, et de l'autre, parce qu'elle nous pose la question des rapports entre l'astrologie et le cycle des saisons. Les deux questions d'ailleurs étant relativement reliées entre elles. Alors, ce sont deux points qui sont loin d'être résolus, en fait. J'ai toujours été assez surpris, notamment par le fait que l'on considère le carré comme un aspect dissonant, alors qu'il est structurel. Et la théorie des modes, justement, met dans le même groupe des signes qui sont soit en carré, soit en opposition. Et uniquement là. Alors que la théorie des éléments, elle, met dans le même groupe des signes qui sont en trigone. Donc il y a une espèce de dualité entre les aspects de carré qui sont en rapport avec les modes et les saisons, et les aspects de trigone qui ne sont pas du tout en rapport avec les saisons, et qui sont en rapport avec les quatre éléments. Il y a une sorte de bataille manichéenne entre ces deux plans. Moi, personnellement, je ne vois pas du tout pourquoi les carrés seraient négatifs. Et j'ai d'ailleurs montré, en fait, que dans une nouvelle théorie que j'ai élaborée du domicile et de l'orientation, que le carré et l'orientation d'une planète étaient toujours, enfin, que le domicile et l'orientation d'une planète étaient toujours en carré. Pour l'ensemble des planètes, jusqu'à l'Uranus. Et en Allemagne, l'école de Reinhold Hebertin, notamment à Hallen, stipule effectivement que les planètes en carré ou en opposition sont conjointes, sont considérées comme conjointes. Ce qu'ils appellent donc le système de 80 degrés, parce qu'ils réduisent en 60 degrés à 80 degrés. Ce n'est pas du tout une mauvaise idée. Moi-même, finalement, je crois que c'est une des choses qui m'a le plus marqué dans toute mon travail astrologique, puisque les quatre sous-phases du Saturne, qui sont 7 ans, sont considérées comme analogues, comme identiques. Et la différence, c'est que moi, dans mon système, ces sous-phases sont déterminées par la conjonction de Saturne avec l'une des quatre étoiles fixes royales, qui sont initialement donc issues des constellations que sont le taureau, le lion, le scorpion et le poisson austral qui est assimilable au Verseau. On trouve donc dans toutes sortes de traditions le tétragramme, le Christ Pantocrator, etc. Et et donc nous avons les modes qui sont sous-tendus par la théorie des carrés. Et les saisons elles-mêmes, les équinoxes et les solstices sont en carré. Cela dit, la question qui se pose et que j'ai posée récemment, plus virulente qu'avant, plus marquante qu'avant, simplement que les recherches ont avancé, et que vous assurez que ça n'a rien à voir avec la pratique astrologique. La théorie astrologique peut très bien progresser sans pratique. Et que la pratique se tend souvent de leur temps, souvent à cristalliser la théorie plutôt qu'à la faire avancer. Et j'ai montré que, en fait, les premiers, c'était les signes fixes, non pas les
être au début de la saison sont des signes qui terminent la saison. Et les signes de table sont donc au milieu de la saison. Donc il y a une révolution effectivement dans la théorie des modes, comme on dit. Et donc ces modes, alors souvent on ne sait pas toujours comment les désigner, on dit bon, c'est ça, c'est ça. Et en réalité, ce sont des modes qui sont liés à ce que j'ai appelé les ouroboros. C'est-à-dire que le changement de carte saisonnière implique une espèce de nœud planétaire, nœud symbolique. Le passage, il y a quatre ouroboros en astrologie. L'ouroboros est constitué d'un élément, un facteur qui est terminal, un facteur qui est initial. Par exemple, dans l'ouroboros de la lune soleil, la lune est terminale, le soleil est initial. Dans l'ouroboros Mars-Vénus, Mars est terminal, Vénus est initial. Dans l'ouroboros Saturne-Uranus, Saturne est terminal, Uranus est initial. Et dans l'ouroboros Jupiter-Mercure, on a le même processus. Donc on a quatre ouroboros qui sont à cheval sur justement un signe terminal et un signe fixe. Terminal, donc qui est terminal. Et c'est pas plus absurde, parce que le mot cardinal signifie les gonds, et ce sont des signes qui sont à la charnière entre deux saisons. Non pas parce qu'ils commencent la saison, mais parce qu'ils la terminent. Alors, j'ai déjà parlé de cette question du bélier, notamment, qui n'est pas du tout un signe de démarrage de saison, donc au contraire un signe de fin de saison, et qui correspond à la mort, justement, de l'agneau immolé, l'agneau pascal. Et la mort, c'est justement la notion même de fin de quelque chose, de terme d'un cycle. Donc là, il y a tout un vocabulaire que les astrologues aujourd'hui n'utilisent que très peu et très mal. Nous devons effectivement nous intéresser à ces changements qui nous permettent de comprendre pourquoi l'aspect principal de tout le dispositif de civilisation, c'est bel et bien le carré, puisque celui des équations est fondé sur l'équilibre entre l'équinoxe et le solstice qui sont eux-mêmes en carré. Alors on ne comprend pas très bien à quel moment le carré, donc qui est lié à la base même de la théorie des modes, puisque tous les cardinaux sont en carré, tous les signes sont en carré, entre eux, et tous les signes de table sont en carré. Pourquoi le carré a-t-il fini par désigner des facteurs qui ne sont pas en harmonie? Pour moi, c'est vraiment un grand mystère. Mais mystère ou pas, n'empêche que les astrologues travaillent comme ça. Et pour eux, il est très important, effectivement, de dualiser entre les bons et les mauvais aspects. Et pour eux, le carré et le semi-carré, les oppositions, sont des valeurs difficiles, des valeurs de tension, des valeurs dissonantes. Et en revanche, le trigone et le sextile et le demi-sextile seraient des valeurs, au contraire, harmoniques. Moi, je ne vois pas du tout pourquoi, parce que justement, entre le cancer par exemple, et le scorpion, eh bien, on n'a pas nécessairement, bien que dans le trigone, on ne va pas savoir pourquoi, ça serait bénéfique ou harmonique, puisque ils ne sont pas au même moment dans la saison, donc ils n'ont pas tellement de points communs entre eux. Ils n'ont pas très bien à constater. Alors, une des anomalies les plus bizarres, justement à propos de cette question de carré et de trigone, c'est le rapport, le fait que le soleil soit, ce qui est unique d'ailleurs dans le système de missiles et d'équations, le soleil serait à la fois en signe de feu en bélier, exalté en bélier, et en domicile en lion. Alors, c'est tout à fait étonnant, puisque à ce moment-là, on ne peut
pas on ne sait pas où sont les autres positions du Soleil. On a simplement l'axe signe positif en feu, donc signe négatif en air, et on ne sait rien sur les signes de terre et d'eau. Alors que justement tout le système des positions de domicile et d'habitation devrait nous informer sur les 4 éléments. Et la Lune c'est pareil, la Lune elle est en sextile, alors cette fois-ci entre le Taureau et le Cancer. Et donc, alors qu'à mon avis, il faudrait qu'elle soit, comme toute planète, elle devrait être en signe masculin et en signe féminin, alternativement, selon ce qu'elle est en domicile domicile, ou en décomposition, ou inversement. Donc là aussi, il y a une carence, puisqu'on ne nous parle que de certains cas. Donc j'ai montré qu'il y avait une permutation qui s'était produite, et qui a fait que on a mis la Lune en Taureau alors qu'elle est en Bélier, et le Soleil en Taureau, en Bélier alors qu'il est en Taureau. Pour rétablisser le Soleil en Taureau, vous avez un carré entre l'exaltation du Soleil et le domicile du Soleil, et même que vous avez un carré entre la Lune en Bélier et la Lune en Cancer. Donc voyez-vous, en rétablissant, on rétablit, mais ça aussi, c'est absolument pas du tout pris en compte par les astrologues, qui continuent à dire que le Soleil est exacté en Bélier et la Lune en Taureau. Alors, oui, et évidemment, il continue aussi à dire que Mars en Bélier inaugure le printemps, alors que en réalité, Mars en Bélier termine l'hiver. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très confuses et qui montrent une grande déperdition structurelle de l'astrologie depuis des centaines d'années. Et là, nous avons effectivement l'émergence de cette théorie autour du Soleil qui met en valeur le trigone, et autour de la Lune qui met en valeur le sextile. Bon, moi, vraiment, je suis extrêmement sceptique sur ce dispositif. Il y a donc, ça ne veut pas dire pour autant que l'astrologie soit tropicaliste. Hein. Même si la théorie des modes est tropicaliste dans son essence, puisqu'elle est en rapport avec les 4 saisons, je pense que ça ne veut pas dire que l'astrologie le soit. Ça peut paraître paradoxal, mais je crois beaucoup que l'astrologie a emprunté des informations, des matrices au cycle des saisons pour illustrer cette notion de cyclicité, mais qu'elle n'était pas pour autant structurée d'après le cycle des saisons. En tout cas, elle ne se localise pas par rapport au cycle des saisons, même si elle est Cancer. Et après moi, effectivement, Saturne est organisée, s'articule autour des 4 éclatus radiales, et donc sans aucune façon dans un stratégisme tropicaliste, sauf que, évidemment, on dit les théories qui elles sont tropicalistes, et ça c'est une simple convention, une simple commodité. Donc, vous, là encore, c'est pas très satisfaisant. Je suis convaincu que ce sont les signes cardinaux qui terminent la carte saisonnière, même si, répète à l'instant, l'astrologie n'est pas pour autant tropicaliste. Et bon, alors pourquoi est-ce qu'on est passé, pourquoi est-ce qu'on a abandonné l'idée que les signes fixes commençaient les cartes saisonnières, et pourquoi on a appris le signe d'avant? Pourquoi on est passé du lion qui devait démarrer, comme le taureau d'ailleurs, les signes le printemps et l'été, et pourquoi a-t-on basculé vers le Cancer et vers le Bélier? C'est un grand mystère de l'histoire de l'astrologie, que ce shifting, ce glissement d'un signe, on sait qu'il y a des glissements aussi au niveau de la pression du équinoxe, donc ça c'est un autre phénomène encore qui existe là. Et je l'ai déjà écrit dans un article, mais je le répète plus tardivement, à savoir que contrairement à ce que disent beaucoup d'historiens de l'astrologie, le zodiaque ne s'est pas constitué à partir n'a pas choisi des étoiles fixes en rapport avec les 4 saisons. Pourquoi? Parce que le quadrilatère constitué par les 4 étoiles fixes que sont Aldébaran, Régulus,
en Tarès et Malo, c'est un transistor tout à fait remarquable, et qu'on n'en construit pas comme ça, à tout bout de champ, à tous les coins de rue. Donc, il possède une réalité structurelle, cosmique, stellaire, qui est irremplaçable, et donc, par conséquent, c'est pas sur la base des saisons que ce système a été élaboré, si ce n'est qu'effectivement, on s'est servi quand même des saisons pour qualifier le système. Alors, il y a de quoi effectivement perdre un petit peu le nord dans tout ça, mais il y a un temps pour les matrices, il y a un temps pour utiliser certaines illustrations, certaines façons de présenter les choses, mais l'astrologie n'est pas pour autant, parce qu'elle se sert des saisons, qu'elle est pour autant construite sur ces saisons. Moi-même, je suis le premier à avoir été tenté à une époque de ma vie, dans les années 70, de favoriser l'idée, de plaider en faveur d'une idée sur laquelle le cycle de Saturne était découpé en 4 sur la base de son passage sur les équinoxes et les solstices. Mais je suis passé depuis, j'ai abandonné complètement cette théorie, et je suis passé maintenant à l'idée que Saturne était en conjonction avec les 4 étoiles royales, qui sont, elles, dans la constellation dites fixes. Donc, voilà pourquoi, parce que tout simplement, les équinoxes et les solstices, c'est une abstraction, c'est très visuel, et les gens ne voient pas passer la planète aux équinoxes et aux solstices, alors qu'ils la voient conjointe aux 4 étoiles fixes royales. Donc, le tropicalisme est quelque chose de, pour moi, beaucoup trop abstrait, beaucoup trop virtuel, et il manque beaucoup de visualisation pour être opérationnel en astrologie. Pour moi, l'astrologie est quelque chose de très populaire, de très collectif, de très sensoriel, de très visuel, qui manque totalement au tropicalisme, avec ces équinoxes et ces solstices. Ce qui n'empêche pas qu'effectivement, les cardinaux fixitales font référence aux saisons. Donc c'est cette difficulté de conceptualiser qui est là. Il faut référence aux saisons, mais en réalité, c'est récupéré par un système sidéral, stellaire, qui sont les étoiles fixes royales, qui sont dans les conjonctions, dans les constellations, qui sont en rapport avec les signes fixes. Et d'ailleurs, en astrologie hindoue, il y a une tradition qui veut que l'hiver commençait initialement en taureau. Alors, je ne reviendrai pas trop longtemps sur les nouvelles dispositions que j'ai prises en ce qui concerne les domiciles de l'élection des planètes. Je renvoie à mes textes qui sont parus notamment sur Facebook et sur nos films. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai repensé le système, je d'en parler oralement comme ça, c'est-à-dire que j'ai ça sous les yeux, mais je voudrais quand même dire un certain nombre de points qui me paraissent intéressants au niveau des modifications apportées. D'une part, comme vous le savez probablement, j'utilise Uranus parce que je pense qu'initialement, Uranus est d'ailleurs utilisé à l'ONU et c'est nécessaire, parce qu'à mon avis, c'est un système divisé en 8 parce qu'il y avait 8 planètes qui étaient considérées. Après, on a perdu la trace d'Uranus, on l'a retrouvé en 1981, mais n'empêche qu'il a laissé des marques dans le système. Alors, donc Saturne et Uranus sont opposés à la Lune et au Soleil, de même que Mars et Jupiter sont opposés à Mercure, Mars et Vénus sont opposés à Mercure et Jupiter. Donc on a ce qu'on appelle deux systèmes d'Ouroboros qui sont en rapport. Alors, le point c'est que effectivement, et là je saute tout à fait les illustrations que j'ai fait, Vénus, alors le problème le plus intéressant, c'est de constater que, alors que dans les domiciles, les Ouroboros correspondent à deux signes qui se suivent, Cancer Lion, Bélier Taureau,
système des dans le système de Mars, Jupiter, Mars, Vénus et Jupiter, Mercure, on a en revanche un système où les deux planètes en Ouroboros sont séparées par un signe, qui n'est pas affecté à une planète. Donc, par exemple, on le connaît très bien, on a Mars en Capricorne, Vénus en Poisson, donc ils sont séparés par le Verseau. On a Mercure en Vierge, Jupiter en Cancer, qui est séparé par le Lion. Donc on a un système qui est un petit peu décalé. Pourquoi? Pour justement que les deux dispositifs des deux missiles d'exaltation puissent s'intriquer et que les Ouroboros du premier axe, Soleil-Lune et Saturne-Uranus, n'interfèrent pas avec l'autre axe Jupiter-Mercure. Donc ça, c'est un point très intéressant. Et pour terminer, une des conséquences, il faut expliquer aussi pourquoi il y a eu des perturbations. Ces perturbations sont liées notamment au fait que on a voulu réaménager, probablement à l'époque de Ptolémée, probablement avant, en tout cas chez Ptolémée, dans ses familles, il y a déjà un réaménagement, donc c'est bien très tardif, à savoir qu'on a voulu créer un système des doubles domiciles. Et pour créer un système de doubles domiciles, on a perturbé le système, et surtout on a voulu absolument, et c'est un peu important, et je terminerai là-dessus, une chose comme ça, on a voulu introduire une véracité astronomique, un système qui n'avait rien d'astronomique. Et donc, c'est d'ailleurs ce que Ptolémée dit dans son chapitre 18 du livre premier, voilà, les planètes se suivent d'après l'ordre astronomique, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Et ça, c'est une intéressant. Ils ont trafiqué le dispositif antérieur. La preuve, c'est que dans les exaltations, eh bien, le système est resté tel quel, et que là, on voit bien que Mercure en Vierge n'est absolument pas possible d'un point de vue astronomique quand le Soleil est en Bélier ou en Taureau, hein, beaucoup trop éloigné. Donc, c'est donc un système qui n'avait rien à voir initialement avec l'astronomie, avec le Prima Mundi. Et donc on a modifié les domiciles des planètes pour justement les rendre conformes à ce principe de réalité astronomique. C'est pour ça que Mercure, qui initialement était en Sagittaire, donc rien à voir avec la réalité astronomique, s'est retrouvé en Gémeaux, où il était comme ça à proximité de l'Ouroboros, de Soleil-Lune en Cancer et en Lion. Donc tout ça, ça peut être reconstitué archéologiquement, et on peut retrouver les modifications, les perturbations qui ont été introduites successivement tout au long de l'histoire de l'astrologie. Donc on est obligé de reconnaître que sa mise en place est bien antérieure à la théorie qu'on trouve chez Ptolémée dans la Tétrabible, et qui est une théorie qui va essayer d'astronomiser, de récupérer, les astronomes essaient de récupérer l'astrologie, ils essaient de rendre l'astrologie conforme à un certain nombre d'exigences. Comme on sait par exemple que Mercure ne peut jamais s'éloigner de plus de 28 degrés du Soleil, et Vénus de plus de 48 degrés du Soleil. Donc ils ont imposé ce principe-là, et ils ont complètement perturbé le système qui existait antérieurement. Donc il est clair que les planètes qui dominent les cardinaux, les politiques immutables, elles aussi, effectivement, elles ont changé sensiblement. Et notamment, il y a une association qui me plaît spécialement et sur laquelle je suis toujours très friand, c'est que désormais, on a un axe Vénus-Mercure qui se trouve entre Gémeaux et Sagittaire. Et alors, les gens vont dire, mais comment les Gémeaux ne sont pas du tout un signe vénusien, c'est un signe mercurien. Mais justement, comme par hasard, les Gémeaux sont représentés notamment dans les almanachs, dans l'iconographie des almanachs de Nostradamus,
ouvrage sur les enfants des planètes, quand on représente les personnages vénusiens, on a des personnages qui ressemblent totalement aux Gémeaux. Et d'autre part, en ce qui concerne le Sagittaire, pourquoi le rapport, pourquoi Mercure soit-il en Sagittaire? Eh bien, je me suis signalé dans un article récemment que le Sagittaire, donc, est un tireur, un archer, et que dans l'histoire d'Hercule, c'est un archer qui abat Chiron, et Chiron, c'est un sage, une sorte d'Hermès, donc c'est très mercurien. Donc, cette cycle Vénus-Gémeaux est très intéressante parce que, justement, dans les almanachs, justement, encore une fois, graphiquement, les almanachs, dans les trésors de Berry, dans les almanachs, eh bien, Vénus, en Gémeaux, correspond à ce qu'on appelle la période où on compte fleurettes, au mois de mai, on voit des jeunes couples qui se fréquentent, qui se trouvent sur le même cheval, enfin, voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'en réalité, le signe des Gémeaux, qui représente le couple, en fait, compte les amoureux, si on veut dire, pour parler comme dans le tarot, le signe des Gémeaux est un signe vénusien et non pas un signe mercurien, et que le Sagittaire est un signe mercurien et non pas juxérien.